Ma première vidéo YouTube, c'était sur Aegon le Conquérant. Vous avez dit que c'était un des Targaryens les plus connus parce que forcément, c'était le premier roi de la dynastie Targaryen. C'est lui qui a uni les 6 royaumes. Vous savez pourquoi je dis les 6 et pas les 7, hein, vous êtes aguerris maintenant. Mais je trouve quand même que quand on prend cette période, la période des conquérants, le nom le plus connu, c'est pas Aegon le Conquérant, c'est Visenya. Et du coup, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette playlist, les portraits. Chaos isn't the pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them, and some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. Dans cette playlist, on va, comme le nom l'indique, on va faire le portrait de certaines figures du livre, enfin des livres, Feu et Sang, Les origines de la saga et aussi Game of Thrones. Parce que oui, là, on est vraiment sur l'histoire de Westeros, mais ça va arriver. Je vais faire des grosses vidéos analyses sur les personnages de Game of Thrones, vous inquiétez pas, ça me demandera juste beaucoup plus de travail, mais ça arrive. Et du coup, je compte un peu suivre l'ordre de ce que je raconte, donc c'est intéressant de commencer, je trouve, avec Visenya et Rhaenys. Je mets plus en avant Visenya parce que c'est elle qui va occuper la majorité de la vidéo, parce que Rhaenys, on sait très 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 peu de choses sur elle vu qu'elle meurt très tôt à Dorne. Donc dans ces vidéos-là, je vais un peu vous raconter en détail certains détails que je vous ai pas dit sur ces personnages-là, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur Visenya si vous êtes juste basé sur mes vidéos. Et je pense que la prochaine, d'ailleurs, sur qui on fera un portrait, ce sera Rhaena Targaryen. Je vous en ai parlé sur les 2 dernières vidéos sur les portraits de rois. Vous savez, c'est la fille de Aenys, son tout premier enfant. À ma grande surprise, il y en a vraiment qui passent sur la chaîne par l'algorithme et pas par TikTok. Donc si vous passez ici par le pur hasard de l'algorithme, n'hésitez vraiment pas à aller nous rejoindre sur TikTok, parce que c'est vraiment là où je suis le plus actif. Il y a des vidéos très intéressantes sur TikTok, je trouve même beaucoup plus intéressantes que ce que je fais sur YouTube. On parle de chapitres, d'analyses. Venez nous rejoindre. Avant de commencer à aller dans l'analyse qui occupera la deuxième partie de la vidéo, je voudrais forcément un peu vous les présenter, ces 2 sœurs. Je crois que je les ai présentées très très rapidement dans la vidéo sur Aegon le Conquérant, mais pas trop. Donc commençons par Visenya. Visenya parce que c'est la plus grande. Et bah, Visenya, elle est connue pour ses talents au combat. Elle a une épée qui est très connue, et cette épée, c'est Dark Sister. Vous la voyez constamment dans les vidéos des rois parce qu'elle passe de main en main, puisque c'est une épée qui est faite avec l'acier valyrien, donc c'est une épée assez importante. Et justement, dans la série House of Dragon, c'est Daemon qui a cette épée. Ainsi, Visenya, elle apparaît tout de suite comme une combattante. Elle s'entraîne avec son frère Aegon depuis son plus jeune âge. On dit que c'est une personne qui a une beauté qui est assez austère, une personne qui est très dure, qui ne pardonne jamais. Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui tournent autour de la magie noire, on y reviendra plus tard, mais effectivement, beaucoup de gens parlent sur elle et disent qu'elle utilise de la magie. Et d'ailleurs, on dit que Maegor, c'est pas vraiment le fils de Aegon le Conquérant, mais qu'elle a utilisé de la magie noire pour pouvoir tomber enceinte. Rhaenys, le livre nous dit que c'est tout ce que sa sœur n'est pas. C'est-à-dire qu'elle est joueuse, elle est joyeuse, elle est plus impulsive, et c'est pas vraiment une combattante. Par contre, s'il y a un truc sur lequel elle surpasse son frère et sa sœur, c'est que elle, c'est une vraie Dragon Rider. Je ne saurais pas comment vraiment bien le traduire en français, mais là où je vous avais dit que Aegon le Conquérant ne chevauchait Balerion que pour son devoir, qu'il n'y prenait pas vraiment de plaisir, alors elle passait 3 fois plus de temps sur son dragon Meraxis que ses frères et sœurs. D'ailleurs, on dit dans les livres qu'elle disait souvent qu'avant de mourir, elle voulait aller dans ce qu'on appelle les Sunset Sea. D'ailleurs, Rhaenys aime beaucoup la chanson, là où Visenya dit que c'est quelque chose de frivole. Et du coup, il y a des hommes de la cour, des poètes, qui vont écrire énormément de chansons sur elle, sur sa beauté, et notamment du coup sur son frère Aegon le Conquérant. Et c'est comme ça que Aegon passe d'un roi à aussi un héros à travers ces chansons-là. C'est quelqu'un aussi qui aimait énormément le peuple, énormément les enfants. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est elle qui est à l'origine de la loi des 6. En fait, un jour, il y a un homme qui se pointe devant elle, parce que vous savez, je vous avais dit que Aegon, passé la moitié de l'année, a toujours voyagé pour des affaires politiques. Et donc,
il prenait toujours une de ses sœurs et la deuxième restait à King's Landing, au royaume, pour s'occuper des affaires. Et un jour, il y a un homme qui arrive et il demande justice pour sa sœur qui a été battue à mort par son mari. Pourquoi? Parce que celui-ci l'a surpris en plein adultère. Voilà. Donc il y a une règle qui existe, qui dit que en gros, quand le mari, surprend sa femme, il a le droit de la frapper avec un, léger, bâton, c'est une règle qui existe partout, sauf à Dorne. Sauf que le mari ne sait plus combien de coups il a donné à sa femme, à mon avis c'était beaucoup vu qu'elle est morte et le frère affirme qu'il lui a donné 100 coups. Donc là, Rhaenys doit rendre justice et elle se consulte avec ses maîtres. Elle dit qu'effectivement c'est un péché et c'est, une offense à la religion, qui elle crée les femmes fidèles et obéissantes, mais que, il n'a le droit de donner à sa femme que 6 coups avec le bâton fin et que du coup il a une dette de 94 coups. Je vous laisse imaginer comment il a payé sa dette. Repassons sur Visenya, parce qu'elle aussi, elle a quelques anecdotes, à son palmarès. Comme je vous ai dit, Visenya, c'est pas quelqu'un, qui aime la musique. Par contre, petit détail, elle avait un bouffon qui la faisait, assez rire, mais il est mort. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Très chagrinée, elle a pris un singe qu'elle lui a mis les habits, de son, ancien bouffon et elle a dit: «Au moins celui-ci est plus intelligent». Comme je vous ai dit, elle est pas très appréciée par les gens en fait. Les gens voient une noirceur en elle et puis je vous ai dit, c'est vraiment dans cet univers de Westeros, on va le voir avec la vidéo sur Jaehaerys et peut-être je vous ferai une vidéo portrait sur Alysanne en vrai. Alysanne, elle est la femme de Jaehaerys, elle est très appréciée parce qu'elle fait tout ce qu'on attend d'une reine et c'est le cas aussi de Rhaenys. Elle est douce, elle est sympa, elle est courtoise, elle va vers les gens, elle a la discussion. C'est pas le cas de Visenya. Donc forcément, elle est pas appréciée. Et en plus, son histoire, comme vous l'avez vu avec la vidéo sur Maegor le Cruel, fait que, en plus des rumeurs sur la magie noire, on l'accuse d'être une Kin Slayer. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur Maegor. Attention à ne pas confondre avec King Slayer. Le Kin, c'est la famille, et c'est quelque chose qui est très 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 mal vu dans cet univers, de tuer son propre sang. Parce que comme vous vous rappelez, il y a des rumeurs comme quoi elle a tué, Aenys et surtout elle a beaucoup aidé, Maegor à l'usurpation et du coup au meurtre de Aegon the Uncrowned et du coup, c'est aussi pour ça qu'elle a aussi le nom de King Slayer. C'était aussi une meuf ultra méfiante, ultra un peu parano. Par exemple, dans la toute première vidéo YouTube, ils avaient parlé de Aegon le Conquérant et donc il y avait toute une grosse partie avec Dorne où je les avais dit que c'était une guerre qui a duré très 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 longtemps. Et bien à cette période-là, elle était à son paroxysme de la paranoïa et en fait, elle se baladait tout le temps avec un pull en maille de fer. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps, c'est-à-dire qu'elle dormait avec, même quand elle mettait ses robes de cour, elle portait le pull en maille de fer en dessous. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, elle demanda à Aegon, son frère, de faire de même. Et il refusa. Et il se mit en colère en lui disant, même avec Balerion, tu restes un homme. Ce à quoi Aegon lui a répondu que bah, de toute façon, il avait des hommes à sa disposition qui l'entouraient pour le protéger. Ce à quoi Visenya a sorti Dark Sister et flash. Avant que personne ne pût réagir, elle lui avait coupé la joue en lui disant: «Tes gardes sont fainéants et lents, j'aurais pu te tuer aussi facilement que je t'ai coupé, tu as besoin d'une meilleure protection». Et à ce moment-là, Aegon, en sang, n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Elle va plus loin et elle lui dit: «Comme tu es le roi des 7 couronnes, tu as besoin, tu mérites 7 chevaliers personnels». Et c'est ainsi qu'elle créa la garde royale. Et elle calqua les vœux de la garde royale sur ceux des membres de la garde de nuit. Pour choisir ces 7 hommes qui auront l'honneur de protéger le roi, Aegon le Conquérant voulait organiser un tournoi. Elle refusa en lui disant: tu n'as pas besoin de gens doués, tu as surtout besoin de gens loyaux. Et donc elle se chargea elle-même de choisir les 7 chevaliers, et elle a bien choisi puisque 2 d'entre eux sont morts pour le roi. Et à partir de ce jour-là, la garde royale, être un membre de la garde royale, c'était synonyme d'honneur. C'est quelque chose de très 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 bien vu, c'est quelque chose que les gens prennent beaucoup à cœur. Vous le verrez aussi dans la vidéo avec Jaehaerys, on en parle beaucoup. Autre détail, vous savez que durant la bataille, je vous en avais parlé dans la première vidéo, la grosse bataille avec la famille Gardener et les Lannister, qui avaient des milliers d'hommes, et que c'était tellement hard que Aegon a dû venir avec ses sœurs. Mais sachez que durant cette bataille, Visenya s'est pris une flèche dans l'épaule. Elle a vraiment été très très blessée. Alors,
Maintenant, on va rentrer maintenant que je vous ai présenté, je me vois pas juste vous faire une vidéo sur les présentations. Vous savez que c'est pas mon genre de vidéo, surtout que la vidéo ferait même pas 10 minutes. Je veux qu'on aborde plusieurs thématiques autour, de, ces 2 figures. Parce qu'une des choses qu'on leur voit le plus sur les réseaux sociaux, c'est désolée, je rigole parce que moi je trouve ça tellement ridicule, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait tout ce fantasme que, Visenya et Rhaenys, elles s'aimaient, d'une manière romantique et que en fait, celui qui était un peu un outsider dans le trouble, c'était Aegon. C'était Aegon et en fait, je comprends d'où vient ça. Ça vient de l'idée qu'on a marre de, comment dire? Monter des femmes l'une contre l'autre, de pas vouloir voir, Rhaenys et Visenya sous le prisme, d'une rivalité pour un homme et de se dire que les femmes peuvent être autre chose que des rivales, autre chose que des femmes jalouses et je suis totalement d'accord. Je pense pas du tout que Visenya et Rhaenys rentrent dans ce cliché-là, mais elles sont absolument pas lesbiennes. Genre vraiment pas. Genre vraiment pas, vraiment pas. Genre je sais qu'on peut pas savoir, mais franchement, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et franchement, il y a certaines des théories auxquelles j'adhère. Par exemple, Reina, celle dont je vous ai dit qu'on fera une vidéo portrait, elle, honnêtement, je pense vraiment qu'elle était lesbienne. Je pense vraiment que c'est pas tiré par les cheveux et je pense vraiment qu'elle était lesbienne. Mais Visenya et Rhaenys ne l'étaient pas. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en fait, Aegon, on dit qu'il a épousé Visenya par devoir et qu'il a pris Rhaenys par amour, par désir. On disait même que Aegon, pour une nuit qu'il passait avec Visenya, il en passait 10 avec Rhaenys. On dit même, ça par contre c'est vraiment une rumeur, ça, le dernier truc, c'est que vous savez, à un moment, je vous dis qu'ils refont des reconstructions à King's Landing et que Aegon, il va demander à sa main de s'en charger et Visenya. Et ben, il y a des gens qui disent qu'il a délégué cette tâche à Visenya parce qu'il ne voulait plus se la coltiner. Donc, en fait, qu'il voulait plus l'avoir dans les pattes. Donc, en fait, le livre nous dit que, en tout cas, les maîtres qui sont très objectifs, on y reviendra après, le maître qui écrit nous dit que c'était sûr que Aegon aimait plus Rhaenys que Visenya. Visenya, c'était vraiment le devoir, et il n'y a pas de mal à ça, j'insiste là-dessus, parce que je pense que les gens idéalisent trop un peu certains couples, l'amour dans l'univers de Game of Thrones, mais je vous rappelle que le mariage est une chose de devoir, c'est une alliance politique, et pas des mariages d'amour. C'est très très rare que ces mariages se transforment en mariage d'amour, ou débutent en amour. C'est très 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 rare. Ned et Catelyn, ce sont une exception dans l'univers de Game of Thrones, pas une norme. Mais en tout cas, les maîtres, ils donnent pas trop de crédit à l'idée que Aegon, il avait en horreur Visenya, quoi. Non, c'était sa sœur, hein, moi, mon avis, c'est qu'il aimait, mais juste pas amoureux de manière romantique. Voilà, c'était sa sœur. D'ailleurs, pour appuyer mes propos, laissez-moi vous lire quelque chose qu'a dit George R. R. Martin. Je vous traduis. Il dit Rhaenys, c'est le flirt, Visenya, c'est la séductrice. Même si elles partagent leur frère, elles sont en compétition pour lui aussi. Les deux de leur propre manière. Donc là, George R. R. Martin, il dit pas que Visenya elle est jalouse de Rhaenys ou que Rhaenys est jalouse de Visenya, mais juste que oui, pour moi, le fait qu'il précise compete, donc compétition, ça montre bien que c'était pas un trouble égalitaire, c'est-à-dire tous amoureux les uns des autres. C'était pas un couple entre Visenya et je trouve tellement ridicule cette théorie entre Visenya et Rhaenys et Aegon de côté. Non, 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 c'était vraiment Aegon et les deux sœurs. Et Aegon avait clairement une préférence pour Rhaenys. Alors, parlons-en de ça. Alors, je sais que déjà, une des premières choses que les gens disent, c'est oui, mais les maîtres, ils sont pas objectifs dans les livres Fire and Blood. Et Fire and Blood, c'est que des rumeurs, on peut pas être sûr, le livre ne peut pas être pris comme source, ne peut pas être fiable. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors, si vous parlez bien anglais, c'est mon compte TikTok anglophone que j'essaye de développer. J'ai fait toute une vidéo sur le livre et pourquoi est-ce que oui, on peut croire le livre Fire and Blood, qui est très très bien expliqué. En vrai, dites-moi si vous voulez que je refasse cette vidéo avec plein d'exemples. Mais alors, laissez-moi juste la faire rapide et vous expliquer comment le livre Fire and Blood marche, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Oui, Fire and Blood, c'est un recueil historique. Oui, Fire and Blood, c'est pas comme Game of Thrones, avec le point de vue des personnages, on n'a pas accès à leurs pensées, c'est vraiment un maître qui retranscrit tout. En fait, c'est un maître qui est venu, qui a pris tous les témoignages de cette période-là, et qui les a retranscrits. Ok.
Donc à ce moment-là, les gens disent: «Ouais, mais il y avait des maîtres qui étaient team vert, ouais, mais il y avait des gens qu'on pouvait pas prendre au sérieux, qui mentaient». Mais le maître, et c'est là la nuance que les gens n'arrivent pas à comprendre, le maître qui écrit, le maître qui a réuni les témoignages, a déjà fait ce travail critique, a déjà fait cette approche analytique. Si vous avez lu Fire and Blood, je sais que la communauté en gros francophone n'a pas vraiment lu Fire and Blood, prouvez-moi le contraire, mais en tout cas moi sur TikTok, je sais que les gens ne le lisent pas vraiment. Mais la communauté anglophone, je peux vous dire que je suis sûre que la plupart n'ont pas lu et font semblant d'avoir lu. Parce que pour moi, ça me saute aux yeux qu'on lit le livre, fait déjà cette approche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, Fire and Blood, c'est vraiment écrit d'une manière très spécifique, vraiment. À chaque fois que le livre va nous raconter une scène et qu'il y a plusieurs versions qui entrent en compte, il te dit bien, bah écoute, là, pour ceux qui apprécient là, on a telle version, telle version, telle version. Tel maître, faut pas oublier qu'il était comme ça, tel maître, faut pas oublier qu'il était comme ça, et par exemple, Mushroom, faut pas oublier que c'est Mushroom et que c'est un bouffon et qu'il fait que de mentir. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à prendre le vrai et le faux. Par exemple, il y a une phrase très connue qui tourne dans la communauté, c'est quand les Verts prennent le trône, un moment, Alicent dit, et peut-être que cette PUTE mourra en couche, en parlant de Rhaenyra qui était à cette période-là enceinte de Visenya. C'est faux. C'est faux. Le livre nous précise que cette phrase est rapportée par Mushroom, donc déjà un bouffon qui fait que de mentir, qui n'était même pas au royaume à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'il peut rapporter les mots de Alicent? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand et aussi, il y avait une autre personne sur TikTok qui était venue me voir en me disant: «Ouais, mais on peut pas savoir comment les gens pensent, même les maîtres». Mais les maîtres, ils ont jamais prétendu savoir comment les gens pensent. Parce qu'en plus de ça, il y a des moments où ils émettent des hypothèses, mais ils disent bien que c'est des hypothèses, ils disent jamais que c'est des faits. Donc on sait très bien ce qui est considéré comme des faits et ce qui ne l'est pas. Ce qui est une source pas sûre, ce qui est des hypothèses. C'est ça que je veux vraiment insister là-dessus. Par exemple, Daemon qui est infidèle envers Rhaenyra, c'est ni une hypothèse et c'est ni rapporté par une source pas fiable. C'est sûr, il était vraiment infidèle, c'est connu de tous. Daemon qui va dans des bordels pour dévierger les filles les plus jeunes et les plus innocentes, c'est pareil, c'est sûr. C'est pas une source pas fiable, c'est pas des rumeurs, c'est sûr. Voilà. On est clair là-dessus, voilà. Si vous voulez vraiment une vidéo détaillée où je vous montre des exemples concrets dans le livre pour voir comment il est écrit, je me ferai un plaisir de vous la faire, mais peut-être plus sur TikTok, je pense que c'est plus approprié. Quoique ça risque d'être lent sur TikTok aussi. Et justement, si j'ai fait cette intro pour cette partie, c'est parce que ça me permet de répondre aux titres et aux rumeurs qui courent autour de Visenya. À chaque fois que l'on veut dire quelque chose sur elle, que l'on prend des mots du livre, c'est toujours la même chose. Les maîtres étaient ultra sexistes et ils ont tout fait pour donner une image de merde à Visenya. Je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Alors, je ne dis pas que Visenya n'a pas subi, n'a jamais subi du sexisme. C'est pas ce que je dis. Je pense que les rumeurs, oui, elles étaient nourries par un certain sexisme, mais elles étaient surtout nourries par une certaine amertume, comment dire, pas une mauvaise compréhension, mais juste le fait qu'ils connaissaient pas Visenya et qu'ils avaient juste une image d'elle, donc voilà. Parce que si vous savez pas, mais normalement vous le savez, puisque vous regardez mes vidéos, Visenya, en fait, il y a tout le temps des rumeurs sur elle. Je vous ai déjà dit qu'il y a eu des rumeurs sur la magie noire, mais par exemple, on l'accuse aussi. Enfin, il y a des rumeurs qui l'accusent d'être impliquée dans la mort de Aenys. Et là encore, le livre insiste, c'est que des rumeurs. Il y a des rumeurs aussi. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo sur Rhaegar le Cruel, à un moment, ils vont à Oldtown pour tuer le Grand Septon parce qu'il fait que de dire que c'est des abominations. Et quand ils arrivent, ils s'étaient grave préparés et au final, le Grand Septon est mort dans la nuit, ce qui choque tout le monde. Et je vous l'avais dit dans la vidéo, il y a aussi des rumeurs qui accusent Visenya d'avoir tué par de la magie noire. Bref, donc oui, mais c'est pas les maîtres qui disent ça. C'est pas les maîtres. En fait, c'est un livre d'histoire, donc on te raconte juste comment l'histoire et comment le peuple était à ce moment-là. Les bruits de couloir, par exemple, je sais pas, mais vous avez jamais regardé genre des documentaires, vous avez jamais lu des véritables livres d'histoire. Moi, je regarde par exemple parfois des documentaires sur les rois de France et tout, et à chaque fois on dit ouais, il y avait telle rumeur à cette époque-là, mais on sait que c'est faux. Mais c'est juste de l'information. On te dit juste que à cette période-là, les gens pensaient ça, mais le livre ne donne pas du crédit à ces théories-là. Donc déjà, moi je pense pas du tout que les maîtres étaient sexistes dans leur manière de décrire Visenya. Parce que, alors, les arguments qui sont cités pour dire qu'ils étaient sexistes dans la manière de décrire Visenya.
Déjà, comme je vous ai dit, il y a toutes les rumeurs de elle est impliquée dans la mort de un tel, un tel, un tel. Comme je vous le dis, c'est pas le maître qui écrit qui émet ces rumeurs. Le maître qui écrit, il retranscrit juste qu'il y avait ces rumeurs à ce moment-là. Et d'ailleurs, il débunk la plupart d'entre elles. Ok? Donc ça. Ensuite, il y avait une personne qui m'avait dit sur TikTok que le fait qu'on qualifie Visenya de beauté austère, pour elle, ça montrait, voilà. Non, parce que plus tard dans le livre, je vous remettrai le passage si j'ai la foi de le retrouver, mais il existe hein, vraiment. Ils décrivent à nouveau Rhaenys et Visenya en même temps, et ils disent Rhaenys et Visenya étaient toutes les deux aussi belles que le sang du dragon, enfin que le sang du dragon pouvait l'être en gros. Donc non, Visenya, elle est vraiment décrite aussi comme une beauté. Vraiment, au même titre que Rhaenys, c'est juste deux beautés différentes. On a une beauté froide et une beauté plus chaleureuse. Ça veut pas dire qu'elle est moins belle. Vraiment pas du tout. Genre le livre n'a jamais émis ça. Et d'ailleurs, elle est moins cliché que ce qu'on le pense parce que le livre nous dit aussi qu'elle est très à l'aise dans les robes. Hein. Dans les robes de la cour, elle est pas tout le temps en armure. Je sais que tout le temps dans les fanarts, on la voit en armure, mais c'est pas le cas. Je tiens aussi à dire que le livre insiste aussi sur les qualités de Visenya. Alors, la magie noire, on y reviendra, hein, mais sachez que, par exemple, quand Aegon et ses sœurs sont descendus la première fois sur Westeros, le livre précise bien que Visenya a refusé le saccage de la ville. Elle a refusé que la ville soit saccagée. Elle a juste pris l'argent pour elle, enfin pour le royaume, quoi, qu'ils allaient construire. Donc déjà, le livre insiste que c'était pas non plus une bête assoiffée de sang. Faut juste en fait prendre le temps, comme je vous ai dit, de lire le livre attentivement. Pour moi, c'est vraiment pas un livre qui se lit comme ça. C'est un livre qu'il faut vraiment avoir une approche critique. Faut pas être dans l'optique biaisée de ah je vais lire pour aimer tel personnage, team noir, team verte. Si on prend vraiment le temps de lire le livre dans les détails, vraiment tout est nuancé. Et Visenya, c'est pas une bête assoiffée de sang. Son fils, oui, par contre. De même, dans la vidéo sur Maegor le Cruel, je vous avais parlé de la bataille avec Aegon Crowd, la bataille sur le God Eyes. Vous savez que Aegon a perdu, et vous savez quoi, le livre nous précise aussi qu'à la fin de cette bataille, forcément Maegor voulait exécuter tout le monde, mais qui l'a convaincu de faire le contraire? Visenya. C'est Visenya qui a convaincu Maegor d'épargner les hommes de Aegon et de juste les destituer de leurs titres et de leurs terres. Donc encore une fois, moi je trouve que le livre, quand il parle de Visenya, il est nuancé, il cherche pas du tout à la rendre coupable de tous les maux. Encore une fois, quand il y a ce genre d'accusation qui est portée, c'est juste le livre qui nous retranscrit les rumeurs de cette période. Et d'ailleurs, parlons de la rumeur sur la magie noire, parce que ça me fait un peu rire qu'on accuse les maîtres de dire oui, c'est des méchants, ils disent que Visenya, elle traîne avec la magie noire, c'est parce qu'ils sont des gros sexistes. Non, 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 non. Vous vous rappelez pas trop du passage du livre où Maegor, après s'être battu avec Seth des Warrior Son, allez voir la vidéo sur Maegor, et qu'il a gagné mais qu'il était à moitié mort et qu'il était resté 27 jours couché, vraiment où tout le monde a cru que c'était fini pour lui, qu'il allait clamser, qui est venu sur un bateau, sa deuxième femme, Alice, accompagnée de Tiana. Vous vous rappelez de Tiana? C'est celle qui joue un peu avec les poisons, qui est connue pour être un peu une sorcière. C'est qui dit à tous les maîtres, à toutes les femmes de chambre, de sortir de la chambre de son fils et qui fait rentrer Tiana pour s'occuper de lui exclusivement? Bah, c'est Visenya. Donc tu m'étonnes qu'on l'accuse de frôler avec la magie noire. Dans cette scène, c'est littéralement ce qu'elle fait. Elle utilise Tiana et sa magie pour soigner son fils. Donc oui, moi je trouve ça logique. Après honnêtement, je pense pas non plus qu'elle avait un laboratoire. Hein. Genre, honnêtement, je pense vraiment pas que c'est une sorte de Mélisandre qui joue vraiment avec la magie. Mais je comprends les rumeurs. Et je tiens aussi à dire qu'on fait que de dire ouais le livre était hyper sexiste avec Visenya, et pourtant le livre ne cesse d'insister que contrairement à Rhaenys, Visenya, on n'a aucun doute sur sa fidélité. Genre je veux dire, si le livre cherchait vraiment à la dépeindre comme une pétasse, comme la grande méchante, ils auraient rajouté l'infidélité par-dessus le tout, quoi. Mais non, le livre insiste. Ce que je veux dire, c'est que le livre, il a aucun mal à reconnaître les qualités d'un personnage. Faut arrêter de voir le mal partout. Moi, vraiment, cette idée que les maîtres sont biaisés et tout, j'y adhère pas du tout. Honnêtement, j'y adhère pas du tout. D'ailleurs, cette idée aussi que le livre, c'est une propagande, bah putain, vu que le livre mentionne lui-même que certaines rumeurs sont elles-mêmes des propagandes, vous verrez jamais une propagande admettre que c'en est une. Hein. Enfin, je veux dire vraiment, bref,
dites-moi si vous voulez une vidéo sur le livre et quel crédit on peut lui donner avec des exemples concrets pour que vous voyez un peu comment c'est écrit feu et sang. Mais bref. Et du coup, ça mène à un truc, c'est que le personnage de Visenya, c'est pas un personnage si cliché que ça, on va dire. C'est pas la meuf qui se balade toujours en armure. Non, elle porte des robes, mais aucun souci avec ça. C'est pas non plus la meuf qui est ultra colérique, ultra sanguine. Elle sait être posée, elle sait réfléchir. Moi, je l'aime pas, mais on en reparlera à la fin de vidéo. Alors, parlant de ma partie la plus unpopulaire. Alors, je sais que très peu ont cette opinion sur Visenya, parce que l'opinion majoritaire de Visenya, c'est que Visenya, elle a pris le trône pour son fils parce que, vous comprenez, elle voulait protéger la dynastie qui à ce moment-là était en danger, et que parce que les Targaryens étaient trop faibles et que c'était pour protéger l'héritage de son frère. Et voilà, il y a même certains qui disent qu'en fait Visenya s'est toujours perçue comme la gardienne de la famille et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Il n'y a aucune preuve pour appuyer leurs propos. Il n'y a même pas une seule phrase qui montre que Visenya se considère comme la gardienne de la famille. C'est vraiment que du headcanon, genre vraiment pure invention. Bref, alors moi j'adhère pas du tout. C'est la vidéo où j'adhère pas. Vraiment, c'est la vidéo où je suis contre toutes les opinions. Non, non, mais vraiment, j'en avais déjà parlé sur TikTok et tout. Déjà, premier truc pour débunker ça, pour moi, c'est des conneries de dire qu'elle a fait ça parce que les Targaryens étaient faibles et tout, parce que les gens oublient que c'est pas Aenys qu'elle a usurpé. C'est pas le roi faible qu'elle a usurpé, c'est son fils, Aegon. Et Aegon, c'est pas un faible. Excusez-moi, mais c'est le cas. Aenys, ok, il est décrit comme faible. Aenys, en fait, j'en parle dans la vidéo qui lui est dédiée, mais Aenys, c'est quelqu'un qui est profondément traumatisé par la mort de sa mère, Adorn. Donc non seulement il a une peur bleue de déclencher des guerres, et il a une peur bleue d'utiliser ses dragons dans la guerre. Parce que sa mère est morte en guerre avec son dragon. C'est pour ça que quand il y a des rébellions qui se forment quand il est roi, il a vraiment du mal à appeler ses hommes. Mais c'est pas le cas de son fils. C'est pas le cas de son fils. Genre, vous avez vu ma vidéo sur Maegor? Le mec, il a jamais abandonné. Il est parti avec le peu d'hommes qu'il avait. Il est parti vers King's Landing avec son dragon. Donc déjà, il avait pas peur d'utiliser son dragon en guerre. Et il est littéralement parti combattre. C'est pas Aenys. Le roi faible, elle l'a laissé régner. Il y a aucun problème. Elle a eu aucun problème avec ça. C'est quand c'était le fils qu'elle a décidé de l'usurper. D'ailleurs, même dans les descriptions physiques de Aenys et de son fils Aegon, elles sont très différentes. Aenys, quand il est né, je vous en avais parlé dans sa vidéo, il est décrit tout de suite comme quelqu'un de très faible. On croyait même pas qu'il allait survivre. Aegon, c'est le contraire. C'est-à-dire que le conquérant lui-même a dit qu'il était vraiment robuste, qu'il le ressemblait, quoi. C'était pas un faible, les gars. Il savait très bien utiliser les armes. Et voilà. Une autre des excuses que l'on sort, c'est ouais, mais elle voulait pas prendre le risque. Et en plus, il avait même pas de dragon. Donc c'est pour ça que ouais, mais peut-être que si cette connasse, elle avait laissé régner ne serait-ce que 2 jours, il aurait pu avoir un dragon. Je veux dire, si vous vous rappelez ma vidéo sur Aenys, Maegor, il a pas eu son dragon à 9 ans, hein. Il a eu son dragon bien tard, donc les leçons de morale, elles seraient super mal placées pour les donner. Et sachant que si vous avez vu ma vidéo sur Maegor, vous savez aussi que Aegon vient Crown, à la seconde où il a pu remettre un pied à King's Landing, il a pu tout de suite revendiquer un dragon. C'était pas très compliqué, il aurait suffi d'attendre quelques jours. Voilà. C'était vraiment pas compliqué. Et moi, en fait, je vous dis, cet argument, vous aurez beau me le sortir à toutes les sauces, j'y adhère pas. J'adhère pas à l'idée qu'on vous ait tellement retourné le cerveau que pour vous, c'est plus logique que pour protéger sa famille, tu dois tuer un des dragons, tu dois tuer ton propre sang, plutôt que de combattre à ses côtés. Si ce qui l'intéressait vraiment, c'était de protéger sa famille, pourquoi elle n'est pas restée à ses côtés? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée aux côtés de Aegon Vian Crown? Pourquoi? Enfin, c'est littéralement une connerie de dire ça. Enfin, je suis désolée, vous savez que je préfère quand même la Team Verte, mais si la Team Verte venait et disait oui, on a pris le trône parce que Rhaenyra, en tant que fan, ça serait pas passé et tout, ce qui est vrai. Mais il y a d'autres solutions. Tu restes à côté d'elle et tu te bats à côté d'elle. C'est faux. Les Verts ont pris le trône par ambition et pas pour aucune autre raison. Et pour moi, Visenya, c'est exactement la même chose. Genre, enfin, en fait, les gens ont juste du mal à admettre que les personnages qu'ils aiment, ils agissent pas tout le temps pour les bonnes raisons, qu'ils sont pas parfaits.
Non, ils ont besoin de trouver plein d'excuses pour l'absolution. Mais qui vous a dit que Visenya elle a besoin de l'absolution? Genre, qui vous a dit ça? Moi, j'aime des personnages qui sont mauvais. Je cherche pas à les excuser. Genre Littlefinger, je vais pas vous dire qu'il agit parce qu'il a un truc caché. Non, Littlefinger, c'est un connard. Il agit par ambition. Eh ben, excusez-moi, mais c'est la même chose pour Visenya. Si vraiment ce qui l'intéressait, c'était sa famille, son héritage, elle aurait pas lancé une guerre contre son propre sang, ce qui a mené à la mort de un des dragons. Non. Si vraiment ce qui l'intéressait, c'est la famille et l'héritage, elle aurait pas mis son beau un rien de fils, qui est stérile et dont elle le sait, sur le trône. Parce que je signale qu'à ce moment-là, Maegor était marié depuis bien longtemps à Cerise Hightower et à Alice, et qu'il avait toujours pas d'enfant, ce qui n'est pas normal. Et excusez-moi, mais elle a absolument pas sauvé la dynastie en mettant Maegor sur le trône parce que ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Maegor, mais Maegor c'était un putain de bon à rien. Franchement, quand je vous avais dit dans ma vidéo sur Maegor, je vous mets au défi de me citer un seul décret que ce mec a pris. Et vous verrez la différence avec Jaehaerys, dont je suis en train d'écrire la vidéo. Vous verrez, la différence, elle est flagrante. Flagrante. Vous voyez tout de suite la différence entre un bon et un mauvais roi. Donc vraiment, non, excusez-moi, elle a pas sauvé la famille Targaryen, elle a pas sauvé la dynastie, elle a pas agi par bonté d'âme, pas du tout. Elle a agi par ambition. Et moi, contrairement aux autres, j'ai de quoi appuyer mes propos. Donc on va en parler tout de suite. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois on sort l'argument non mais c'est faux, elle voulait littéralement protéger sa famille parce qu'ils étaient en train d'être perçus comme des faibles. Ok, et ben si cet argument était vrai, pourquoi est-ce qu'elle crie devant tout le monde que Aenys est faible? Si t'as envie de protéger ta famille, t'as pas envie que les gens usent de la faiblesse de ton neveu, pourquoi tu dis devant tous les seigneurs que ton neveu est faible? De quel passage je parle? Je parle du passage où Aenys est couronné roi et que du coup, il y a tout le monde qui vient s'agenouiller devant lui. Et à un moment où Valérian, Maegor arrive, s'agenouille devant son frère et à ce moment-là, Aenys le relève, l'embrasse et lui dit: «Mon frère, tu n'auras plus jamais à t'agenouiller devant moi», et il lui offre l'épée de leur père Blackfyre en lui disant: «Elle te sied bien mieux qu'à moi, use-la à mon service et j'en serai le plus reconnaissant, régnons côte à côte». Et à ce moment-là, Visenya, si vraiment ce qui l'intéressait c'était sa famille, elle aurait dit mais c'est super ça. Ok, il est pas doué à la guerre, mais c'est pas grave, il peut se reposer sur nous. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne devant tout le monde et elle dit tout le monde le sait que c'est pas lui qui devrait être roi. Il est trop faible. Sinon pourquoi est-ce qu'il aurait donné Blackfyre à mon fils? Ça vous paraît vraiment être le comportement d'une meuf qui veut protéger la dynastie? Non, moi ça me paraît le comportement d'une meuf frustrée en quête d'ambition. Vraiment. Si tu veux pas que les seigneurs se rebellent, que t'as peur qu'ils se rebellent, va pas dire devant les seigneurs que seul ton fils peut régner parce que le roi est trop faible. Et on a aussi tous ces détails au fur et à mesure que Aenys a des enfants. Parce que, par exemple, Rhaena, son premier enfant dont je vous parlais, quand elle est née, tout le monde était content, sauf une personne, Visenya, sans blague. Visenya, pourtant, si vraiment elle était vraiment la protectrice de la famille, et ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'héritage de la famille, elle devrait être contente qu'il y a des héritiers pour cette famille. Ah ben non, elle est pas contente. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on devrait régler le problème de la succession en mariant Rhaena à son fils Maegor. Mais quel problème de succession? la, la- la succession, elle est claire. C'est Aenys et après, c'est les héritiers de Aenys. Ça vous montre à quel point elle pense à la succession. Et pas que c'est vraiment pas une meuf dénuée d'ambition et qui a vraiment pensé qu'au bien-être de sa famille. Il n'y a pas de problème de succession. Mais le fait que Visenya en voit un, parce que son fils n'est pas dans les plans de la succession, vous montre que ce qui l'intéresse, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment pas. Pareil, par la suite, Aenys et sa femme Alyssa vont avoir d'autres enfants. Ils vont enchaîner Aegon, Viserys, Jaehaerys et Alysanne. Et Rhaena, leur sœur, va être super contente. Sauf encore une fois, Maegor et Visenya. Vraiment, en fait, le livre nous dit qu'à chaque fois qu'il y avait un enfant qui naissait, ça faisait reculer Maegor de la ligne de succession. Donc elle n'était pas contente. Vous vous souvenez du banquet organisé par Aenys parce qu'il est content du mariage entre ses deux enfants. Durant ce banquet, il annonce que son fils, c'est le prince de Dragonstone. Jusque-là, logique, puisque son fils, c'est son héritier, et que l'héritier est le prince de Dragonstone. Qui n'est pas content? Allez, devinez. Visenya!
parce que jusqu'à maintenant, le titre était donné à son fils Maegor, qui, je rappelle, à ce moment-là, est exilé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses affaires, elle se lève, elle quitte la salle hyper énervée, elle monte sur Vagar, et on dit qu'elle était tellement énervée que la lune était rouge sang, voilà, et elle va à Dragonstone et elle le revoit, enfin, et elle ne retourne plus jamais à King's Landing avec Aenys. Ainsi, vous comprenez qu'avec, pour moi, tous ces éléments, c'est clair comme de l'eau de roche que Visenya, si elle a pris le trône, c'est pour une seule et unique raison, l'ambition. Mais je le dis, hein, moi je l'aime pas, on va reparler tout de suite, mais pour d'autres raisons. Pour moi, le fait qu'elle prenne le trône par ambition, ça fait pas d'elle une putain de connasse. Par contre, je trouve que c'est quand même une sacrée connasse de tuer sans aucun scrupule le sang de sa sœur, quoi. Enfin, je trouve ça, je sais pas. Moi, je tuerais jamais les enfants de ma sœur, quoi. Honnêtement, voilà. Encore, vous voyez, genre Alicent, non, dans la team verte, il y a une distance parce que Rhaenyra, c'est pas sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, c'est différent. Ils ont grandi ensemble, ils étaient censés quand même s'apprécier. Moi, je sais pas, je trouve ça dégueulasse quand même, honnêtement. Mais j'ai aucun problème avec les personnages ambitieux. Ce que j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois, on essaye de blanchir les personnages et vraiment qu'on se dit que Visenya a agi par ambition, mais les gens me disent mais t'es malade, mais t'es malade, mais t'es malade. En fait, cette théorie comme quoi elle a agi pour protéger la famille, que je répète encore une fois, c'est une théorie, c'est jamais dit dans le livre qu'elle fait ça pour la famille, mais elle est tellement ancrée dans les esprits que les gens le prennent pour un fait. C'est pas un fait, c'est une théorie. Et une théorie pourrie, à mon sens, honnêtement, une théorie pourrie qui vise juste à discréditer les femmes qui doivent toujours avoir de bonnes raisons pour prendre le trône. C'est faux. Si elle voulait vraiment protéger sa famille, si tu veux vraiment protéger ta famille, son héritage, tu te bats à ses côtés et pas contre eux. C'est tellement logique que j'arrive même pas à croire que les gens ne le comprennent pas. Alors, dernière partie de la vidéo, pourquoi je n'aime pas Visenya? Alors, je pense que ça, vous le savez, avec ma vidéo sur Maegor, où j'avais fait un petit montage où j'étais très contente quand elle est morte. Ben, en fait, comment vous dire? C'est pas tant son ambition qui me gêne, parce que j'aime beaucoup les personnages ambitieux. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Je pense aussi ça découle de la fandom. Vous savez, quand quelqu'un vous vend trop quelqu'un et qu'au final, vous êtes en mode: «Bah, c'est ça», c'est un peu décevant, OK? Et aussi, je la trouve pas intéressante. Voilà, c'est dit, c'est lâché. Vraiment, je vous jure, je la trouve surcotée. Je la trouve surcotée de fou. Vraiment. Euh, de toute façon, je n'aime aucun des conquérants, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a des Targaryens que j'aime. Hein. Rhaena, sur qui je vais faire un portrait, je l'aime beaucoup. Et vous verrez pourquoi je l'aime, on en reparlera dans sa vidéo. Jaehaerys, c'est un roi enfin, c'est un roi et un personnage que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment des Targaryens que j'apprécie. Rhaenyra, on dirait pas, mais j'apprécie son personnage. Mais Visenya, je n'apprécie pas du tout. Je la trouve inintéressante, je la trouve creuse. Voilà. J'arrive pas à croire que pour certains, c'est genre, elle est grise, elle est profonde, c'est, un des personnages qui aime le plus. Oh, ah ouais? En fait, je pense qu'à l'époque, si je à l'époque, on dirait que j'ai 40 ans. J'ai 22 ans, mais je pense que quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 13 ans, je pense que c'est le genre de personnage que j'aurais adoré. Genre vraiment, je pense que j'aurais adoré ce personnage. Mais en fait, plus je grandis, plus le cliché de la meuf badass ne me convient plus en fait. Comme je vous ai dit, elle est pas tant cliché que ça parce que George R. Martin, il a pas non plus écrit comme la meuf qui n'aime que les armures, que les armes et tout. On est d'accord là-dessus. Mais honnêtement, oui, ok, elle est cool, oui, ok, elle est badass, mais c'est pas ça qui va me faire rêver un personnage, honnêtement. Moi, je veux plus. Je veux plus. Honnêtement, je veux plus. Je préfère des personnages torturés. Voilà, elle, c'est pas le cas. En fait, littéralement, c'est juste: «Oh, mais regardez, une meuf qui a une épée!» Je vous jure que c'est littéralement ça. Cette meuf est appréciée autant dans cette communauté parce qu'elle a une épée. Je comprends que ça fait du bien de voir ce genre de représentation, mais moi, en fait, je suis tellement pas complexée par ça, que non, c'est plus une représentation qui me fait vibrer, honnêtement. Il y en a qui me font vibrer. Par exemple, Brienne, dans les livres, je la trouve tellement touchante, mais parce qu'elle sait jongler entre cette férocité et cette sensibilité. Il y a une sensibilité en Brienne qui fait qu'elle est très touchante et qu'elle est très bien écrite et qu'elle rentre pas du tout pour moi dans le cliché de la meuf badass. Vraiment, elle a un code de l'honneur et pas le code de l'honneur borné, saoulant des hommes que l'on retrouve très souvent dans Game of Thrones. Cregan Stark, attends que je fasse ma vidéo sur toi. Mais non, mais Brienne, c'est vraiment, bah, c'est un honneur de femme en fait. Voilà, j'adore. Voilà, j'adore quand elle regarde Catelyn Stark et qu'elle lui dit you have courage, a woman kind of courage. Traduction, vous avez du courage, mais le courage d'une femme. Et c'est pas une insulte, c'est vraiment tellement un compliment. Et j'adore ça. J'adore ça.
Faudrait que je vous fasse une vidéo sur les meilleures phrases de Brienne, mais il y a une sensibilité, il y a une douceur dans ses phrases. J'adore. J'adore et c'est pas quelque chose que je retrouve en Visenya. Visenya, je la vois vraiment tellement comme un personnage de surface, cliché. Vraiment, je vous jure, je vous mets un fan art, d'elle, là, il s'affiche. C'est ça Visenya. C'est vraiment la meuf avec du sang et une épée. Quand tu compares ces fanarts avec les fanarts par exemple de Brienne, tu vois la différence de personnage. Brienne, il y a une sensibilité même dans ses fanarts, ça se retranscrit. Oui, je sais, je vais loin, mais je vous jure, ça en dit long. Ça en dit long. Le fait que Visenya soit toujours représentée d'une seule manière, ça vous montre à quel point elle est assez unilatérale. Vraiment, je serais très, enfin, bien sûr, je suis ouverte au débat dans les commentaires, mais franchement, c'est un personnage où personne ne pourra changer d'avis. Je la trouve vraiment fade. Genre vraiment, c'est vraiment, oh, vraiment, regardez une femme avec une épée. En fait, elle apporte rien à la table. Voilà, son écriture n'est pas révolutionnaire pour moi. N'importe qui aurait pu écrire une Visenya. Mais pas n'importe qui aurait pu écrire une Brienne. Pas n'importe qui aurait pu écrire une Catelyn Stark. Mais une Visenya, si. Si. Faire une meuf badass, voilà. Si. Franchement, c'est vraiment le cliché que l'on retrouve dans tous les livres de fantasy. Et c'est pas une critique envers George R. R. Martin, hein, vraiment pas. Mais c'est juste pas un personnage incroyable, à mon sens. Je veux juste rajouter quelques détails. En fait, je pense que ce qui me gêne beaucoup, c'est que plus je grandis, plus j'en ai marre de voir cette représentation que pour être une femme forte, ça passe forcément par la force et ça passe forcément par l'abandon d'une sensibilité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est quelque chose... Enfin, je sais que George R. Martin, il essaie toujours au mieux de pas tomber dans le cliché et tout. Et je trouve que malgré tout, il y a quand même un certain cliché dans Rhaenys et Visenya. Même si Visenya, comme j'ai dit, elle porte des robes et tout, il n'y a pas de souci. Mais dans son caractère, il n'y a pas une sensibilité que l'on peut retrouver chez une Brienne. Et pareil, Arya, j'ai du mal avec Arya de la série Game of Thrones. Je pense que vous le savez tous. Parce que je trouve aussi que les scénaristes l'ont fait rentrer dans ce cliché. I'm not like the other girls, donc je ne suis pas comme les autres. C'est vraiment une meuf dans le mariage, elle se fiche. Avoir des enfants, non, non, tout ça, non. Tout ce qui est l'amour, bah, dégueulasse. Alors que la Arya des livres, pour moi, c'est quelque chose de différent. La Arya des livres, elle sait juste qu'elle ne rentre pas dans ses codes. C'est pas une beauté conventionnelle. Donc elle sait très bien que c'est pas par là qu'elle va réussir, c'est pas par là qu'elle va sortir du lot. Donc elle va chercher quelque chose qui, elle, dans lequel elle est douée. Il y a beaucoup de chapitres dans le tome 1, il y a beaucoup de chapitres de Arya où justement elle se compare sans cesse à Sansa, puisque Sansa est très douée dans tout, la couture et tout. Et du coup, justement, Arya, elle se reconnaît pas dans ça, mais malgré tout ça, elle garde une très grande sensibilité dans les livres. Et je pense que c'est parce qu'on a accès à ses pensées que du coup je le vois et je ne le vois pas dans la série. Même dans la série, je trouve généralement qu'elle fait que de tirer la gueule. Mais dans les livres, elle cesse de penser à sa famille. Par exemple, elle dit que si elle recroise Sansa, elle s'excuserait comme une vraie dame et que ça lui ferait très plaisir. Elle pense même par exemple à un moment à complètement détruire King's Landing. Sauf qu'après elle se rend compte que Sansa est toujours là-bas. Et du coup, elle a plus envie de détruire King's Landing. Mais c'est quelque chose que je ne retrouve pas chez Visenya. Je ne retrouve pas ça chez Visenya. En fait, Visenya, pour moi, elle n'a pas su adopter cette force qui est physique sans perdre quelque chose de féminin. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression vraiment que on a voulu en faire un homme. Et je dis pas que la force physique, c'est réservé aux hommes. C'est pas ce que je dis, vraiment pas. Il y a des femmes qui ont une force physique dans les livres Game of Thrones et je trouve pas qu'elles perdent ça. Mais oui, ça me dérange en fait que c'est soit l'un soit l'autre. Et par exemple, quand je vous disais que personne n'aurait pu écrire une Catelyn, personne n'aurait pu écrire une Brienne, bah, je le pense vraiment parce que Brienne, il y a cette force physique. Franchement, vous voyez comment elle se bat, s'il vous plaît. Mais il y a une telle sensibilité en elle. Il y a la manière dont elle voit la chevalerie, la manière dont elle sauve les femmes dans ce milieu. La manière dont elle pense, il y a quelque chose de joyeux aussi en elle, même la manière dont aussi elle est tombée amoureuse de Ranmir. Vous voyez, c'est quelque chose que je ne retrouve pas en Visenya. Et pareil, Catelyn Stark, j'en ai parlé, je sais que très peu de gens sont d'accord avec moi, mais vous êtes de plus en plus d'accord avec moi sur TikTok, vous m'envoyez beaucoup d'édits de Catelyn Stark, ça me rend très heureuse. Mais Catelyn Stark, en fait, vu qu'il y a une force en elle, en fait, c'est lié beaucoup à son amour maternel, et du coup, ça marche. Vous voyez, sa férocité à Catelyn Stark, elle est maternelle. Donc on a tout de suite cette sensibilité purement féminine, accompagnée d'une force physique, même si Catelyn Stark, c'est pas le genre qui prend une arme et qui va tuer des gens. Mais par exemple, dans les livres, je rappelle que Catelyn Stark, elle réussit dans Lady Stoneheart,
qui part et qui pend des gens, quoi. qui exige de Brienne de lui ramener Jaime Lannister pour qu'il soit pendu. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de sombre en elle, quelque chose de sombre qu'on essaye de donner à Visenya, mais Visenya, je ne trouve pas le côté qui balance cette noirceur. Vous voyez ? C'est pour ça que ça ne marche pas. Et en plus, désolée de le dire, mais je la trouve aussi pas très intelligente. Vraiment, je sais qu'il y a l'épisode du Val que je vous avais raconté dans la vidéo sur Aegon le Conquérant, mais par exemple, rien que le fait qu'elle dit à Aenys qu'il est faible et qu'il a juste à prendre son dragon et aller brûler Old Town, pour moi, c'est un manque d'intelligence. De penser que tu peux juste brûler les religieux et que le problème va être réglé, non. C'est aussi un manque d'intelligence d'avoir mis son bon à rien de fils sur le trône. C'est un manque d'intelligence. Et on le voit, puisque le règne de Maegor le Cruel, bah, il était pourri. Il était vraiment pourri. Enfin, vous verrez dans la vidéo qu'il va durer 3 heures sur Daenerys. Il a dû réparer tous les pots cassés. Ne serait-ce que de ramener de la joie dans la cour. Ils ont dû le faire, parce que Maegor l'avait complètement supprimé. Et aussi, je suis désolée, mais je trouve qu'elle est responsable du comportement de Maegor le Cruel. Alors, oui, je trouve que Aegon aussi est responsable. Hein, vous me connaissez, je suis pas du genre à blâmer les femmes sans blâmer les hommes. Aegon est responsable parce que je pense qu'il a beaucoup trop délaissé Maegor le Cruel pour Aenys, parce que Aenys allait être son héritier. Mais je pense que Aegon le Conquérant, ça s'explique du fait que Aenys avait perdu sa mère, il le savait, et il voulait compenser ce manque de figure maternelle auprès de son fils. Personnellement, c'est ma théorie. C'est une théorie, hein, bien sûr. Mais Visenya, c'est elle qui a élevé Maegor. Et c'est elle qui a inculqué l'idée à Maegor qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut tout se permettre et que ça va passer et qu'elle va être là pour l'aider. Pour moi, c'est comme ça qu'il en est venu à épouser 6 femmes, les traiter tous comme de la merde, traiter son sang comme de la merde, traiter sa cour comme de la merde. Elle ne lui a jamais mis des limites, elle a toujours récompensé ses excès. Donc pour moi, ouais, non seulement déjà je la trouve pas intéressante, mais en plus le peu qu'on sait sur elle, je la trouve pas intelligente. Mais honnêtement, je pense que je pense que si George R. Martin avait vraiment écrit un livre comme Game of Thrones sur Fire and Blood, c'est-à-dire qu'on suit vraiment les personnages durant les histoires avec leur point de vue, franchement, il y a peut-être de grandes chances que je l'aurais aimé, parce que peut-être que là, il aurait instauré plus de nuances. Mais là, c'est pas le cas, donc je l'aime pas. Et honnêtement, je pense que les gens qui l'aiment, c'est forcé. Honnêtement, c'est forcé, vu le peu d'informations qu'on a sur elle. Je trouve ça tellement forcé, mais la majorité des personnages de Feu et Sang, je trouve que l'amour est forcé. Par exemple, moi, Daeron, dans La Danse des Dragons, vous savez que j'aime beaucoup ce personnage, mais je l'admets totalement. Je l'aime à travers une esthétique. Parce que pareil, Daeron, on a très très peu d'informations sur lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, d'en savoir un peu plus sur Visenya, mon avis sur tout ce qui se dit sur elle, de voir un peu les rumeurs qu'il y avait sur elle. Sachez que Rhaenys, bah, du coup, voilà, vous avez vu, on n'en a pas trop parlé parce que on sait pratiquement rien sur elle. Mais sachez que son image est appréciée dans le sens où on l'appelle la reine des rois, puisque vu que la lignée de Visenya s'éteint avec Maegor, bah, du coup, tous les Targaryens proviennent de la lignée directe de Rhaenys. Voilà. Et aussi le fait que c'était celle des 3 qui aimait le plus son dragon joue aussi dans son image. Mais honnêtement, je pense qu'aussi l'amour envers ce personnage est très forcé parce qu'on ne connaît rien sur ce personnage. Vraiment rien. Donc, à part si t'aimes le cliché, si t'aimes des. En fait, c'est ça le terme. Visenya, c'est un personnage type. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est qu'un personnage type? On l'apprend quand on fait des analyses littéraires. En gros, les personnages types, c'est des personnages qui ont un trait caractéristique et ça va. Par exemple, vous allez lire une pièce de théâtre, le père, ça va être le personnage type du père grognon. Vous voyez ce que je veux dire? Il va rien avoir de plus à part de faire la gueule. Bah, Visenya, pour moi, c'est un peu ça. Et Rhaenys, c'est aussi ça un peu. Parce que c'est vraiment la meuf qui est l'antithèse de sa sœur. Voilà. Après, je suis aussi pas trop d'accord avec toutes les meufs qui disent sur les réseaux sociaux vraiment, ils ont pas intérêt à nous faire 2 rivales dans la série. Alors je suis d'accord à moitié, parce que honnêtement, je voudrais pas une rivalité forcée, parce que c'est clairement pas le cas, et je rejoins quand même l'opinion de les femmes n'ont pas tout le temps besoin d'être des rivales, tout le temps besoin d'être en compétition, et c'était pas le cas des 2 sœurs, vraiment. Mais de là à dire qu'elle s'aimait à la folie, moi je sais pas, moi ma sœur je l'aime à la folie, je tue pas ses enfants. Je le répète, hein, honnêtement, je sais pas, moi je suis Rhaenys, je vois Visenya à l'au-delà, je lui en fous une, pas deux, hein. Je lui en fous une, pas deux. Donc bon, je veux bien que faut pas tomber dans le cliché des 2 femmes en concurrence, mais je t'en faut pas non plus tomber non plus dans l'autre extrême de 2 gnangnans qui s'apprécient, parce que si t'aimes vraiment ta sœur,
dénué de toute, intention, tu ferais pas ça à sa descendance. Tu ferais pas ça à ses enfants. Vraiment pas. Genre, je suis désolée, mais Arya, elle ferait jamais ça aux enfants de Sansa et Sansa ferait jamais ça aux enfants d'Arya. Voilà. Hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je sens que vous allez pas être d'accord, mais c'est pas grave et n'hésitez pas à ne pas être d'accord. Vous avez pas besoin de prendre tout ce que je dis pour acquis. Mais honnêtement, pour moi, c'est très, très, très dur de nier que Visenya a agi par ambition et qu'elle agit qu'elle était motivée purement par l'envie de protéger sa famille. Je trouve ça très, très gros. Honnêtement, très, très gros.